toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'avant-hier. J'ai eu quelques soucis, j'étais pas au bureau, donc je ne pouvais malheureusement pas tourner la vidéo d'hier. Quelques problèmes de son, j'espère que ça n'a pas été dérangeant, je m'excuse pour la gêne occasionnée. On peut repartir sur de bonnes bases, je suis devant mes écrans. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, on va également parler d'Ethereum, on va parler du DXY, on va parler du Total Market et de deux catalyseurs. Le premier, tout le monde le connaît, ce sera donc ce soir à 19h. Pourquoi 19h et non pas 20h? Puisqu'il y a le décalage horaire et les Américains nous rattraperont dans une semaine, donc fin de semaine. Et côté mid-term, est-ce que, ou à mi-mandat, est-ce qu'il y a des vrais catalyseurs par rapport à une probabilité de correction ou de continuation haussière par rapport à la perte au niveau du parti démocrate vis-à-vis du Congrès? On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. Dernier rappel par rapport à cette offre que je mets en place. 45$ de bonus, toujours disponible. Les liens dans la description. Côté futur sur Bybit, je les double sur les 50 premiers inscrits. Juste ici, je vous ai mis à disposition directement sur le Discord un petit Google Form. N'hésitez pas à le remplir. Je sais que quelques-uns ne l'ont pas encore rempli. N'hésitez pas à le faire. En somme, je vous enverrai 45$ en USDT directement depuis votre adresse ERC20. En spot et non pas sur les contrats futurs, vous en ferez bien évidemment ce que vous voulez, peut-être une petite position sur une de vos cryptos préférées ou un renforcement ou un petit resto, c'est vous qui choisirez. Vous avez tous les liens dans la description, c'est les derniers jours, n'hésitez pas à en profiter, ça va très vite. On va parler Bitcoin tout de suite dans cette vidéo. On est en train de faire et continuer ce petit triangle de contraction ici. Je suis actuellement en daily. Nous avions deux bornes de range juste là sur les 19 980$ et les 20 675$. On voit qu'on réintègre ce range. Une divergence confirmée notamment en daily qui nous pousse entre guillemets à de la consolidation et non pas à un retournement baissier, absolument pas. La continuation la plus logique par rapport à ce triangle de contraction est le nord. Pourquoi? Puisque la dynamique de fond est haussière jusqu'à preuve du contraire. On pourrait très bien, par rapport à l'annonce de notre ami FOMC, aller faire de la chasse à la liquidité. On préférerait, je pense que ça vous devez le voir au niveau des influenceurs, notamment Cryptosphère sur YouTube. On aimerait aller chercher de la liquidité d'abord au sud pour très rapidement la ravaler et aller plutôt au nord. Le contraire serait dévastateur. Pourquoi? Puisque aucune raison de poursuivre une continuation d'un potentiel haussière si on ne vient pas chercher la liquidité qui se trouve actuellement au sud. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y en a des poches de liquidité, vous le voyez très bien sur The Kingfisher, vous avez des gros clusters aux 19 500$. Vous en avez également au nord, et ça merci Kouz, toujours, qui partage ces chartes-là au quotidien, donc merci à toi. Vous avez une grosse poche de liquidité ici, beaucoup plus de liquidité au nord à aller chercher, jusqu'aux 21 500$. Au-dessus, on ne les voit pas, mais partez du principe qu'il y a une grosse poche de liquidité qui se trouve actuellement à 21 500$. Je ne veux pas qu'on aille la chercher en premier. Si on vient la chercher en premier, c'est très probablement pour retourner ce marché. Les confirmations au niveau de nos divergences sont parfaitement validées. Ici, vous en avez des petites, entre guillemets, mais ça reste du daily, vous avez exactement les mêmes en 4 heures. Ça ne veut pas dire que ça va automatiquement se retourner. Vous pouvez les empiler, en réalité, les divergences baissières, notamment en daily, vous en avez un gros paquet ici. Vous pouvez les empiler une à l'autre et continuer à apprécier le prix. On le voit très très bien. On peut y aller plus haut, mais techniquement, vous avez compris un petit peu l'idée. Vous les avez également ici. C'est pas parce que vous avez des magnifiques divergences qui sont complètement confirmées dans ce retracement ici qu'on ne va pas chercher un nouveau plus haut, toujours par rapport à ces 25 000$, le haut de ce range. Et c'est comme ça qu'on arrive tout simplement à grinder un prix. Finalement, à apprécier un prix. C'est puisqu'on a beaucoup de personnes qui sont du mauvais côté du mouvement, qui vont chercher la première divergence pour éventuellement mettre un gros levier de vente à découvert. L'objectif du marché, c'est d'aller bien sûr le chercher. Mais généralement, et c'est ça qui est important, le marché donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Je veux qu'on aille chercher les poches de liquidité complètement au sud avant d'aller au nord. D'ailleurs, vous avez des objectifs complètement réalistes. On peut aller sur une autre charte juste ici. On va aller sur celle-ci. Vous pouvez en fait éventuellement prendre du suivi de tendance. C'est difficile de pouvoir éventuellement se positionner dans ce type de consolidation, c'est très dangereux, parce que généralement sur des annonces catalyseurs de volatilité, ça va découper dans les deux sens. Vous avez ici un premier arrêt exactement sur les 19 950$ et éventuellement un 0,50 qui reviendrait le Westcop check par rapport à une petite structure en W daily juste ici, très proche des 19 500$, des confluences et potentiellement un 618 juste là. Donc les traders de suivi de tendance, on se positionne pas là-dedans, ça sert strictement à rien, soit le premier arrêt, soit un 0,50, soit un 618, voire une zone de rechargement d'achat court terme, tout simplement. Donc c'est plutôt ça qu'on va éventuellement rechercher. Je pense qu'on irait plutôt vers le nord en sortant des acheteurs actuellement en levier d'achat, mais en faisant rentrer un minimum, puisque en réalité, pour beaucoup de personnes, la direction sera prise dans les premières minutes. Or, c'est complètement faux, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Ethereum plutôt bullish, et voire plus bullish actuellement que notre ami Bitcoin. On le voit très très bien par rapport à cet arbitrage qu'on peut faire entre Ethereum ici
USDT et Bitstamp BTC USD, donc c'est Ethereum contre Bitcoin. On voit qu'on continue vraiment à apprécier entre guillemets notre ami Ethereum juste ici, je suis toujours en daily, donc plutôt bullish côté Ethereum, beaucoup plus résilient et beaucoup plus apprécié actuellement au niveau des spéculateurs. On peut très bien aller chercher des poches de liquidité complètement logiques. Pourquoi? Parce que on est parti chercher celle du bas. Vous voyez ici qu'on avait travaillé en mai dernier, on était parti chercher pour tout ce qui arbitre Ethereum contre Bitcoin, on était parti chercher tout le monde et puis derrière on peut tenter éventuellement d'aller chercher en haut de ce range ici, voire de continuer à apprécier cette dominance entre Ethereum et Bitcoin. Bitcoin est toujours très majoritairement dominant vis-à-vis d'Ethereum, mais ça peut éventuellement se découpler dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, qui sait. On est plutôt haussier, entre guillemets, entre Ethereum et Bitcoin jusqu'à preuve du contraire, donc on peut continuer bien sûr à s'apprécier. Ethereum beaucoup plus résilient et beaucoup plus fort, entre guillemets, que Bitcoin sur ces petites time frames. On continue avec des objectifs. Nous sommes actuellement dans une zone de rechargement de vente logique court terme. Il est normal ici que des spéculateurs, potentiellement traders, veulent tout simplement short ce marché. C'est pas une mauvaise solution, vous êtes dans une place ici pour pouvoir shorter ce marché. C'est pas là-dedans qu'on short. C'est plutôt quand on approche de zones de rechargement de vente court terme pour continuer, entre guillemets, à apprécier cette tendance dynamique baissière de fond. L'objectif des vendeurs à découvert, faire de nouveau plus bas l'objectif des acheteurs, essayer d'étrangler les vendeurs à découvert et essayer de les pousser beaucoup plus haut vers le nord, bien évidemment. Et vous avez ici un petit réversal. Vous faites un haut toujours plus haut que le précédent, clôture de bougie, et derrière on retourne ce marché et on break tout simplement au nord. L'objectif c'est quoi? C'est d'aller toujours plus haut et je pense qu'on pourra très probablement le faire dans les prochaines semaines, peut-être prochains jours, qui sait. Je suis plutôt en faveur de ce type de scénario. Les triangles de contraction qui est également visibles sur Ethereum ont des résolutions haussières. Pourquoi? Parce que la dynamique de fond est haussière, tout simplement. Donc on fera éventuellement des AB égale CD, si vous voulez, par rapport à des ratios. Tout simplement ici, AB égale CD, on ira chercher éventuellement un point bas, ici, vers les 0,382, pourquoi pas, pour aller chercher des objectifs aux alentours des $2960, $2000, $2100, $2200. Vous les avez, ces ratios-là, ça tourne beaucoup actuellement sur Twitter, etc. Mais c'est plutôt haussier, bien évidemment, toujours sur un triangle de contraction également sur notre ami RSI en 14 périodes, juste ici. Donc les résolutions sont potentiellement haussières ici. On essaye de breaker, donc fake out, juste là. D'ailleurs, on n'avait pas breaké tout simplement cette RSI en 14 périodes. Objectif, aller retourner ça et aller beaucoup plus haut, tout simplement. On a de la place pour aller un tout petit peu plus haut, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, ni plus ni moins. Voilà, ça c'était super important. Côté S&P 500, on est en train de bloquer sur quoi? On est en train de bloquer sur un 0,50 du précédent mouvement. L'objectif actuellement, c'est d'aller retrouver potentiellement une oblique, juste ici, ou une zone de rechargement de vente logique, entre les 618 et les 790. Donc on peut éventuellement aller faire un petit pullback, chasser quelques acheteurs à découvert ou en levier d'achat, et puis derrière, continuer ce petit rallye haussier, tout simplement, pendant jusqu'à la fin du mois 2020, fin d'année 2022, pourquoi pas. Et ensuite, vous aurez ici une décision à prendre importante dans une zone de rechargement de short logique. Le plus bizarre, c'est que ici, tout sera aligné, tous nos indicateurs seront bullish, tout sera ouvert, et malheureusement, c'est là où il faudra prendre une décision drastique de savoir est-ce qu'on va chercher de nouveaux sommets par rapport à la psychologie en blanc, ou est-ce que éventuellement c'était un piège haussier pour retourner ce marché direction la récession mondiale généralisée, et on ira voir de nouveau plus bas, beaucoup plus bas que les 3500 points. Et ben malheureusement, il faudra prendre une décision ici, et les deux scénarios pourront être joués simultanément. En 1, on reste exposé, en 2, on se couvre en prenant des profits ou en vendant à découvert le S&P ou des valeurs technologiques, quelles qu'elles soient, peut-être Apple, peut-être ce que vous voulez, Tesla, pourquoi pas, un peu dans le viseur actuellement, Twitter peut-être, je ne sais pas. Essayez de trouver de bons candidats pour éventuellement essayer de couvrir votre portefeuille ou des indices ou des agrégats par rapport à des ETF qui pourraient être éventuellement un dépendant candidat, notamment technologique, pour pouvoir short ce marché. Si ceci vient à s'apprécier jusqu'à la fin de l'année, la question bien sûr reste ouverte. Côté DXY, des choses aussi très intéressantes qu'on est en train d'observer, on est tout simplement en train de faire le wake-up check par rapport à une précédente structure en M-top en daily. Je reste en daily, on fait beaucoup de daily aujourd'hui, mais c'est pas mal pour le coup. Vous avez une petite structure, on l'avait tracée à la main juste là, on vient juste pinguer, faire le wake-up check de ce magnifique M-top en daily. Derrière, on vient le pinguer, possibilité, continuation baissière, ni plus ni moins. Nous avons retourné cette dynamique, on fait des hauts toujours plus bas que les précédents et des bas toujours plus bas que les précédents. L'objectif wake-up check, on vient taguer le M-top ici, la ligne de coup d'un M-top en daily pour derrière continuer à se déprécier, poursuivre notre petit rallye d'hiver, pourquoi pas. C'est ça à peu près qu'il faudrait éventuellement observer. Côté Total Market, on a à peu près les mêmes choses
qu'on est en train d'observer actuellement. On est toujours dans une zone de rechargement de vente logique côté total market. Ethereum lead beaucoup ce marché. On est passé au-dessus des 970 billions de dollars, et ben c'est plutôt bon signe, c'est plutôt bullish en réalité ce qu'on est en train de voir. Pourquoi ? Parce que ce qu'on veut voir, c'est pas de la chasse à la liquidité pour après derrière réintégrer. Ce qu'on veut voir, c'est une acceptation. Et on accepte depuis une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées et 5e journée d'acceptation, quasiment une semaine d'acceptation au-dessus des 970 billions de dollars au niveau du crypto total. L'objectif par rapport à ces cassures d'obliques, c'est quoi ? C'est d'aller faire une excursion haussière, continuer cet arrachement haussier pour aller chercher quoi ? Le haut de ce range, ni plus ni moins. On achète les bas de range pour vendre le haut de range. Les décisions ne se prennent pas forcément dans un milieu de range, juste ici. D'ailleurs, vous le voyez comme moi, généralement 80% de chance, si on vient sur les 0,50, d'aller faire un petit tour en haut de ce range. On peut regarder éventuellement ensemble si on est arrivé sur les 0,50. Est-ce qu'on peut éventuellement mettre en place cette règle des... Hop, on va le mettre en blanc, c'est pas très grave. Voilà, juste ici. Boum, on est parti chercher exactement au-dessus des poches de liquidité. On a piégé beaucoup de vendeurs à découvert dans cette énorme range. Jusqu'à preuve du contraire, 50% de chance, les 0,50 ont été acceptés et atteints. 80% de chance d'aller voir le haut du range. 80% de chance d'aller voir le haut du range. C'est quand même pas rien pour le coup. Donc je reste haussier, bien évidemment, en tout cas dans cette toute petite respiration de marché qui n'est ni plus ni moins aujourd'hui qu'une petite respiration de marché. Ça, c'était super important. Niveau catalyseur, on a des choses très importantes aujourd'hui. Communiqué du FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Bon, on va pas se mentir, à 0,75 points de base d'augmentation, c'est 90% du consensus. Hein, ok, 87,5, c'est 0,75. Puis, on repart sur du 0,75 et non plus du 0,50 par rapport au consensus pour décembre 2022. Puis après, on ira à 5 et potentiellement 5,25. En réalité, ça bouge beaucoup. On sait pas un petit peu et ce sera très catalysé par rapport au discours de Jérôme Powell. Est-ce que, oui ou non, ils vont lever le pied pour les prochains, pas celui-ci. Alors je vois beaucoup de personnes qui pensent éventuellement les 0,50, 0,50, 0,50. C'est beaucoup trop prématuré. C'est difficile de faire du 0,50 maintenant parce que ça peut être aussi considéré comme un acte de faiblesse. Donc il faut faire très attention à ça. Je pense qu'on restera sur des 0,75 et pour être tout à fait honnête avec vous, à 2 heures ou à 3 heures de l'échéance, le consensus et les économistes se sont très rarement, ou les opérateurs de marché si vous voulez, se sont très rarement gourés. Très rarement gourés. Bien qu'on peut avoir des très bons, entre guillemets, narratifs pour expliquer que ça sera du 0,50, parce qu'il y a une forte pression au niveau des États et des banques centrales, partout dans la zone, de façon mondiale, dans la zone mondiale, qui est en train de mettre la pression par rapport à un dollar fort, et c'est pas soutenable pour des petites économies émergentes d'avoir un dollar fort pour elles, c'est complètement logique, mais ça veut pas dire que ça y est, ils vont mettre du 0,50, voire du 0,25, bien évidemment, à 2 heures de l'échéance. Les opérateurs de marché ont décidé, c'est proche de l'impossible, si vous voulez, qu'ils fassent du 0,50 de point de base. Donc ce sera bien 0,75. Le marché l'a déjà pricé. On ira faire de la volatilité, puisque le marché sera potentiellement pas déçu. Et j'aimerais qu'on aille au sud pour aller chercher des poches de liquidité pour repartir très fort au nord, puisque tout a été pricé. Mais la direction et le catalyseur ne sera pas dans la décision, sera dans l'approche narrative du discours oratoire, si vous voulez, de Jérôme Powell. Est-ce que, oui ou non, dans ces mots, on lève le pied ? Est-ce que oui ou non, dans ces mots, il est content de ce qu'il est en train de regarder par rapport aux indicateurs techniques du du CPE Core, du CPI, de tout ce que vous voulez, trimestriel, mensuel, annuel, etc. Est-ce que oui ou non, on va voir un tout petit peu de lumière au bout de ce tunnel, sans pour autant s'arrêter par rapport aux 0,75 points de base ? De toute manière, on le voit très très bien. C'est une seule fois, entre guillemets, il n'a pas respecté le consensus, enfin il a respecté le consensus, mais à 4 jours près, on était passé de 0,50 à 0,75 ou de 0,25 à 0,50. Je crois que c'était en septembre dernier, on peut le reprendre ensemble par rapport... juste ici au niveau du DXY, voilà, juste là. Je sais plus, c'était en septembre dernier. Je sais plus où j'étais. Septembre ? Voilà, c'était juste ici. On a très très vite... Voilà, c'était juin ? Ah, je sais plus c'était où. Peut-être septembre ou juin, bon je sais plus, mais en tout cas c'est vendu à chaque fois. Donc ici on a complètement perdu la boule, je crois que c'était là, et puis décision, on a fait de nouveau plus bas, parce que le marché a été déçu. On est passé, le consensus à 4 jours près c'était 0,25, et on est passé à 0,50. Bon, à chaque fois qu'il y a une décision de la Fed, c'est vendu, et probablement vendu, hein. Il n'y a pas de vraiment de doute à avoir par rapport à ça. Je pense que la news sera vendue. La question à savoir, c'est où est-ce qu'on clôture. Donc si on vient sell ce marché, où est-ce qu'on clôture ? Est-ce qu'on maintient le premier arrêt ? Est-ce que potentiellement on repousse très fort ? Si vous voyez un truc qui commence à partir comme ça, je pense que c'est pas bon l'histoire. En tout cas, c'est pas
ce serait pas dans la normalité, si vous voulez, des mouvements de volatilité marché par rapport à des prises de liquidité. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment que ce soit au sud pour éventuellement espérer d'aller chercher ces obliques et une zone de rechargement de vente logique, ce que d'ailleurs CAC 40 a fait, alors que Christine Lagarde est de plus en plus, entre guillemets, comment on dit ça, de moins en moins accommodante, même si la Banque Centrale Européenne est plus accommodante. Faut pas dire ce que j'ai pas dit. Mais dans l'idée, elle veut augmenter de plusieurs points de base, etc., continuer dans le temps et bien après 2023, donc elle veut être très ferme par rapport à l'inflation. D'ailleurs, il y a des choses qui se disent qui sont juste incroyables. Elle comprend pas d'où ça vient, donc bien sûr, c'est le Père Noël qui apporte l'inflation, c'est très bien connu. Donc faut faire très attention à ces mots-là. Je trouve ça juste dingue des fois qu'on arrive à échapper ce type de choses. Alors peut-être qu'elle s'est excusée derrière, mais les médias se gargarisent bien de ne pas le divulguer, mais c'est quand même relativement dingue de pas comprendre pour une présidente de banque centrale d'où vient l'inflation, puisque sa seule mission en réalité c'est la stabilité des prix. Donc et c'est pas des petits, c'est des gros mastodontes qui sont gérés par ce type de personnes qui en fait, elle comprend pas ce que c'est sa mission, peut-être, je ne sais pas. Bon, bref, c'est pas très grave. En tout cas, CAC 40 a fait exactement le boulot bien avant le CPI. On est venu chercher une zone de rechargement de vente logique. Ce serait normal, éventuellement, de tenter de prendre des ventes à découvert au niveau du CAC 40 ici. C'est pas comme si ça se faisait en permanence. Ici, zone de rechargement de vente. Ici, zone de rechargement de vente. Mais ici, nous sommes dans une zone de rechargement de vente. On vient d'accepter au-dessus du premier rail de tout le précédent mouvement. Il faudrait une clôture minimum en weekly pour éventuellement essayer de continuer à aller faire un petit tour dans une zone de rechargement de vente logique de fond par rapport à tous les précédents mouvements de toute cette correction. Est-ce qu'on n'ira pas? La question, bien sûr, reste ouverte. Des catalyseurs, comme le FOMC, pourraient éventuellement, par rapport au discours, nous donner une forme de direction ou une forme de situation macroéconomique vis-à-vis des prochaines semaines, voire prochains mois, par rapport à la Banque Centrale américaine, comme Banque Centrale Européenne, qui, dans son discours, est plutôt ferme par rapport à ce qu'on peut entendre ou prétendre ou lire entre les lignes par rapport à la Fed. On a vraiment l'impression qu'ils sont indirectement en train de lever de pied. Je pense le contraire. Je pense qu'ils ne lèveront pas le pied, je pense qu'ils vont être droits dans leurs bottes et je pense qu'ils vont sell ce marché et qu'on ira dans un crack financier très probable dans troisième trimestre 2023, quatrième trimestre 2023. Je pense qu'on s'y dirige un petit peu à l'image, si vous voulez, de 2008. Il y a une deuxième chose qui est très importante par rapport au midterm. Midterm, vous savez, il y a des élections de mi-mandat aux États-Unis, donc est-ce que les républicains vont conserver la Chambre des commerces, potentiellement conserver le Sénat? C'est une très bonne question et la question reste ouverte. Est-ce que ce serait potentiellement un catalyseur ou pas par rapport au marché financier et indirectement par rapport à notre ami Bitcoin? Bon, la réponse est non. Il y aura absolument rien ce qui se passera puisqu'il ne s'est jamais rien passé en réalité dans le passé. Vous pouvez la reprendre par rapport au midterm. C'est très fréquent en réalité que les gouvernements en place perdent leur chambre des représentants. Où est-ce que c'est? Ah, c'est ici que je vous avais mis ça. Vous l'avez ici, vous pouvez prendre Bush, vous pouvez prendre Obama, vous pouvez prendre Trump, vous pouvez prendre qui vous voulez, vous avez ça sur Wikipédia, vous avez tout ça. Bon, à chaque fois, on peut reprendre par rapport, je sais pas, 2006, W. Bush, bon, derrière, mi-mandat, premier mandat, il le garde, deuxième mandat, il le perd. Barack Obama, il le perd. C'était démocrate, ça passe premier mandat ou ça passe républicain. Deuxième mandat, ça repasse républicain au niveau du midterm. Républicain, Donald Trump, ça passe démocrate au midterm. Démocrate, ça passera très probablement républicain. Les Américains sont très binaires, vous savez, donc généralement, est-ce qu'on peut éventuellement avoir des vrais catalyseurs par rapport au marché financier d'un point de vue structurel économique? Je vais vous dire un petit peu ma pensée par rapport à ça. Je pense qu'il se passera probablement rien, techniquement parlant, à chaque fois qu'il y a eu en réalité des mi-mandats, plutôt haussier, mais bon, continuation haussière, ici continuation haussière, ici continuation haussière, ici continuation haussière, mais après ça a craqué parce qu'on était vraiment dans une forme de, vous vous rappelez 2018, on a beaucoup parlé dans les rois du Bitcoin par rapport à cette persistance ambiante vis-à-vis d'une récession caractérisée partout dans le monde, finalement, qui n'a pas eu derrière nouvel atterrage. Donc on a bien sûr considéré ça comme un pullback et non pas comme un crack de grande ampleur. C'était plus tard qu'il y a eu le crack de grande ampleur, mais les banques centrales nous ont sauvé la vie. C'est probablement ce qu'on pourrait éventuellement représenter ici. On peut continuer à faire ce type de choses. Soit c'est un pullback et à ce moment-là, on consolide et on repart vers le nord, mais je pense que ce sera de toute manière catalysé par rapport aux décisions de la Fed, et tout le monde a les yeux rivés sur la Fed. D'ailleurs ici, rappelez-vous, où ils avaient complètement rebaissé les taux de façon extrêmement vive, parce que l'inflation n'était qu'à 2% ou 3% à l'époque. Aujourd'hui, on parle plutôt d'une inflation à 8,1 aux États-Unis, 10,7 en Europe, donc on n'est pas dans le même contexte de marché, et je pense que ça pourrait ne pas franchement aller dans le bon sens. Donc bien sûr, je le redis, je le répète, on prendra une décision, que ce soit sur Bitcoin, et quand on y sera ici, Bitcoin sera à 33-34 000 $, donc on aura le temps de prendre des décisions, on aura fait pas mal, 210% sur nos cryptoactifs préférés pour ceux qui nivellent bien par le bas. Je vous donne juste ma pensée par rapport au midterm. En réalité, aux États-Unis, c'est très connu, les gros chantiers
les grosses décisions électorales ou non électorales, ce que vous voulez faire passer en priorité, vous les faites les 2 premières années. Ce qui est plus marginal, plutôt sociétal, plutôt réélitiste, si vous voulez, vous les faites passer la 2e année. Je vous donne en fait, de façon très caricaturée, mais c'est la réalité, mais vous pouvez bien sûr aller chercher d'autres informations, je vous donne brut de fonderie par rapport à mes visions. Ce qui s'est passé les 2 premières années de Biden. 1. Le plan Covid, 1900 milliards de dollars. 2. Le plan de relance écologie, 550 milliards de dollars. 2. Le plan anti-inflation. Je vous compte même plus en milliards, je l'ai plus en tête. 3. 4. Semi-conducteurs. Donc c'est vraiment les gros problèmes actuellement, les grandes tensions sino-américaines par rapport à la récupération des semi-conducteurs sur le sol américain. Ça, ce sont des chantiers colossaux. D'ailleurs, pour les semi-conducteurs, ils parlent de 200 ou 300 milliards de dollars d'investissement juste pour récupérer des belles entreprises de fabrication de semi-conducteurs, qui est une donnée stratégique d'ampleur mondiale, bien évidemment, voire galactique, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de semi-conducteurs dans nos fusées, et il y en a aussi dans les fusées de Elon Musk. Donc c'est très stratégique, grosso modo, tout ça, 3000 milliards de dollars. Ce qui va se passer, ce qui en fait est dans l'attente par rapport au 2e partie du mandat, donc ce sont des mandats de 4 ans aux États-Unis, donc la 2e partie, donc post-midterm, vous avez 1, l'avortement. Droit à l'avortement, est-ce qu'on le fait une loi? 2, mariage homosexuel. Ok. 3, vous avez soutien à l'Ukraine. Et après, vous avez le droit de vote des étrangers. Donc, quand vous voyez ça, en somme, les 2 premières années, c'est pour l'intégralité des Américains, focus américain, les Américains ne regardent que leur propre nombril. Et la 2e partie, c'est plutôt axé sur les minorités. Et généralement, ces minorités font beaucoup de bruit. Ce qui permet, dans le cas où les républicains reprendront la Chambre des représentants, diront c'est eux qui ont pas fait ça, c'est eux qui ont refusé ça, c'est eux qui ont refusé ça, c'est eux qui ont refusé ça. Généralement dans des optiques électorales, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Donc peut-être que j'en ai blessé certains à parler de l'avortement. Je n'ai aucun préjugé, aucun jugement de valeur. Les Américains, c'est une démocratie, ils votent pour celles et ceux bien évidemment qui pensent qu'ils feront du bien pour eux, ou un avenir meilleur, bien sûr, pour la majorité des Américains, mais vous comprenez juste un petit peu ce clivage et ces orientations politiques, économiques qui se passent entre généralement les 2 premières années et les 2 suivantes, et si vous reprenez un petit peu historiquement, ça se passe beaucoup comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que les marchés financiers ne sont pas, ou ne sont que très peu infectés par rapport à des situations de ce type-là. Voilà, j'ai fait tout le tour de ce que je voulais dire, je n'ai strictement rien oublié. On regardera juste une jolie petite news que j'ai oublié de vous faire passer avant-hier. Google se lance dans Ethereum et dévoile son blockchain node engine. Et ça, je trouve ça super intéressant, et IT qui se dirige vers des nœuds de validation par rapport à Ethereum. C'est-à-dire que Ethereum prend de plus en plus de valeur et de plus en plus de place, voire un mot qui est extrêmement fort, qui devient presque une certitude parmi tout cet écosystème, si vous voulez, du Web.3. Ça, je trouve ça très intéressant. Pourquoi ? Parce que les grosses GAFAM, généralement, ont tendance un petit peu à l'image de Mark Zuckerberg, à dépenser des milliards qu'ils ont, bien évidemment, pour créer leur propre vision du métaverse, pour créer leur propre vision du Web.3, pour créer leur propre vision de X et Y. Et là, on voit de plus en plus des grosses entreprises comme Tesla par exemple avec Dogecoin si vous voulez, ou avec Twitter, pourquoi pas mettre une monnaie numérique 100% décentralisée dans une nouvelle idéologie de gouvernance décentralisée. Vous avez Google qui commence à se rapprocher, qui y sont déjà depuis longtemps, mais qui avait quand même essayé de faire des choses avec des sommes qui sont très importantes pour développer leur propre technologie blockchain. Vous avez pareil pour JP Morgan qui avait créé sa propre technologie blockchain de façon très avant-gardiste. C'était en 2015, donc ça n'est pas d'hier, mais commence de plus en plus à se diriger vers ce qui existe déjà, et ce qui existe déjà dans les grosses market cap actuellement sur les technologies blockchain. On peut parler de Solana, on peut parler de Polkadot, on peut parler de Avax, on peut parler de Atom Cosmos, on peut parler de Ethereum, bien évidemment de parler de Bitcoin, même si l'objectif n'est pas du tout le même concernant ses réserves ses réserves de valeur entre guillemets. Et je suis très heureux d'apprendre que des très grosses entreprises s'intéressent de plus en plus à l'image par exemple de EDF. Ça nous avait fait beaucoup rire, ça avait beaucoup été partagé sur le Discord et ça avait beaucoup été partagé sur Twitter par rapport à EDF qui avait des nœuds Atom Cosmos, des nœuds Polkadot, des nœuds Ethereum. Donc je trouvais ça très, très intéressant par rapport à des filiales qu'elles dirigent bien évidemment à 100%. C'est la bonne direction. Je pense que ça, c'est la bonne direction par rapport à nos cryptoactifs et les modes de gouvernance, quelles qu'elles soient, bien évidemment, qu'elles soient plus ou moins démocratiques ou moins démocratiques, puisque on le sait que c'est extrêmement difficile de manager des DAO 100% décentralisés, mais je pense qu'on est en train d'ouvrir à un nouveau monde, et ces toutes petites news-là
font en fait des toutes petites marches qu'on commence à franchir pas à pas pour nous donner potentiellement un monde nouveau. Et c'est exactement ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui, c'est ce monde de demain. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.